Bonjour à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Un magistrat agressé et toute une profession en colère. Un juge pour enfants a été blessé à coups de couteau par une mère de famille dans l'enceinte du tribunal de Metz ce matin. Ses confrères réclament plus de sécurité. La ministre de la Justice s'est immédiatement engagée à débloquer des fonds. En Espagne, l'échec du processus de paix avec l'ETA et la menace de nouveaux attentats. L'organisation séparatiste basque rompt son cessez-le-feu dans 1 heure et annonce dans un communiqué la reprise de ses activités terroristes, insatisfaite des conditions de négociation avec Madrid. Et puis, l'affaire Ingrid Betancourt est-elle à un tournant? La libération du numéro 3 des FARC à la demande de Nicolas Sarkozy constitue-t-elle un espoir? À Bogota, nos envoyés spéciaux ont rencontré la mère de la franco-colombienne, retenue en otage depuis 5 ans. Et sur ce plateau, c'est sa sœur, Astrid Betancourt, qui répondra sans détour à nos questions. Un retraité qui reprend du service à 68 ans, Guy Roux rechausse les crampons. Il vient de signer pour 2 ans au RC Lens. C'est la première fois que le Bourguignon entraînera une autre équipe qu'Auxerre. Une agression qui pose à nouveau la question de la sécurité dans les tribunaux. Un juge pour enfants a été poignardé ce matin par une mère de famille à qui il venait de refuser la garde de son fils. Scandalisés, les magistrats réclament des mesures d'urgence pour leur sécurité. La ministre de la Justice, Rachida Dati, a promis de débloquer des fonds. Sur place, Philippe Castel, Édouard Dacosta et Guy Nevers. Le juge venait de prolonger le placement de son fils de 3 ans chez ses grands-parents paternels. Une banale histoire de garde d'enfants pour carence éducative, mais la mère de 35 ans n'a pas accepté cette décision. Devant les avocats des deux parties, elle a sorti un couteau de son sac à main. Elle a voulu que le juge revienne sur sa décision et ne voulant pas revenir sur la décision, le juge ayant expliqué que l'audience était terminée, eh bien, elle a sorti son couteau et elle s'est rendue derrière le bureau du juge pour lui mettre des coups de couteau. Blessé à l'abdomen, le juge âgé de 62 ans a été évacué vers l'hôpital de Metz. Ce soir, ses jours ne sont plus en danger. Depuis près de 2 ans, le père et la mère se disputaient la garde de leur enfant. Il avait été confié depuis 1 an à ses grands-parents paternels. La mère souffrait de cette situation, mais n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Moi, ça me surprend parce que bon, c'est une personne qui pète les plombs, mais qui aboie, et comme je dis, hein, elle ne mord pas, quoi, juste elle aboie, quoi. Ce qui fait que pour moi, ça a été totalement... j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas, quoi. Cette mère de famille a-t-elle donc prémédité son geste? Et surtout, comment a-t-elle pu si facilement introduire un couteau de 25 cm dans l'enceinte d'un palais de justice, malgré la présence d'un portique de sécurité? Ce matériel, une fois, ne fonctionne pas, ou fonctionne trop bien, si je puis dire. Donc, au bout d'un moment, on abandonne et ce matériel n'est plus utilisé. Est-ce que les sacs sont fouillés? Non, pas systématiquement. Comme je vous l'ai dit au départ, les gens circulent dans le tribunal en toute liberté. Cette agression a provoqué l'indignation de l'ensemble des magistrats de Metz, qui vers 14 h se sont réunis en guise de protestation sur le parvis du tribunal. Ils dénoncent un manque de moyens. La garde des Sceaux, Rachida Dati, s'est rendue sur place cet après-midi et a exigé un rapport sur les conditions de sécurité dans l'enceinte du palais de justice. C'est une mission qui durera 1 mois, afin qu'on puisse me dire quelles sont les circonstances, quel est le plan de sécurisation qui sera adopté pour ce tribunal, mais aussi pour les autres juridictions, parce que c'est une priorité. En attendant, 5 des 6 portes d'accès vont être condamnées et le portique de sécurité remis en service. Dans 1 heure et 5 minutes, l'ETA se réservera à nouveau le droit de reprendre ses activités terroristes. Après 15 mois de trêve, l'organisation séparatiste basque met fin à son cessez-le-feu, estimant que les conditions du dialogue avec le gouvernement Zapatero ne sont pas remplies. Huguette. Dans les rues de Bilbao, la nouvelle suscite l'amertume. Car ici, chacun sait que la rupture du cessez-le-feu va se traduire par de nouveaux attentats. Pourtant, la reprise de la lutte armée ne surprend pas vraiment. Certains habitants estiment que ni le gouvernement ni l'ETA ne se sont donné les moyens de dialoguer sérieusement. Je ne suis pas surprise. Rien n'a été fait pour éviter une telle issue. Il fallait s'y attendre. Ces discussions de paix étaient une grave erreur. C'est en tout cas un échec cuisant pour le Premier ministre, le socialiste José Luis Zapatero. Il avait fait du règlement du problème basque une priorité. La décision de l'ETA va dans un sens totalement contraire à ce que veulent les sociétés basques et espagnoles, la voie de la paix.
Une route dont il n'existe qu'une issue, l'abandon définitif des armes. Eri Batasuna, la façade légale de l'ETA, juge que le gouvernement porte l'entière responsabilité de cette rupture. Selon ce spécialiste du mouvement basque, le Premier ministre n'a pas réellement mis à profit ces 14 mois de trêve. 14 mois durant lesquels il ne s'est absolument rien passé. On a envoyé des émissaires de deuxième zone, le président du Parti socialiste basque, pour rencontrer on ne sait trop qui à ETA. Mais jamais un ministre ne s'est lui-même impliqué dans cette affaire. On pense naturellement au ministre de l'Intérieur, qui avait tout le poids pour obtenir quelque chose. Donc la faute essentielle à ETA, mais du côté de Madrid, on n'est pas blanc-bleu. Selon Jean Chalvidan, 5 commandos seraient d'ores et déjà prêts à entrer en action. L'Espagne se prépare de nouveau à vivre de sombres heures. Le dernier attentat de l'organisation séparatiste basque avait frappé l'aéroport de Madrid en décembre dernier, faisant 2 morts. L'avenir d'Ingrid Betancourt est-il en train de se jouer ces jours-ci? À la demande de Nicolas Sarkozy, le président colombien a accepté de libérer 150 guerrilleros, parmi lesquels Rodrigo Granda, numéro 3 des FARC, qui retiennent la franco-colombienne en otage depuis 5 ans. Officiellement, le gouvernement français n'aurait rien demandé en échange, mais tout le monde espère maintenant un geste des FARC. Hervé Dino. Très solennellement, le président colombien annonce qu'il va relâcher un des leaders des FARC. Au sein de ce mouvement rebelle, Rodrigo Granda est considéré comme le ministre des Affaires étrangères. Álvaro Uribe espère que cet homme convaincra ses camarades de combat de libérer leurs otages, parmi lesquels figure Ingrid Betancourt. Mais Rodrigo Granda est-il prêt à endosser les habits d'émissaire de la paix? Son avocat ne semble pas convaincu. Rien n'est clair. Et ces rumeurs d'agrément humanitaire prévoyant un accord entre les FARC et le gouvernement n'ont pas de fondement. J'émets de sérieux doutes sur ce scénario. En fait, les choses sont au point mort. Le gouvernement colombien multiplie néanmoins les gages de bonne volonté. 56 rebelles ont été libérés ce matin. Une libération qui aurait été suggérée à la Colombie par la France, soucieuse de trouver une solution politique dans le dossier des otages. J'ai parlé avec le président Sarkozy. Il m'a remercié pour le geste que le gouvernement colombien a fait en libérant les rebelles des FARC. Ce matin, les proches d'Ingrid Betancourt ont eu l'occasion de remercier Nicolas Sarkozy, qui les a reçus à l'Élysée. Il faut que les FARC en sortent gagnants, il faut que le président Uribe en sorte gagnant, il faut qu'Ingrid sorte. Et donc la première étape, c'est une preuve de vie d'Ingrid. Il faut impérativement que nous ayons une preuve de vie d'Ingrid maintenant. Les proches d'Ingrid Betancourt espèrent que l'émissaire, Rodrigo Granda, se manifestera rapidement. Et sans détour, Astrid Betancourt répond ce soir à nos questions. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la sœur d'Ingrid Betancourt. Oui. Comme on vient de le dire, vous attendez, vous, quelque chose, un geste très précis de Rodrigo Granda? Alors, de Rodrigo Granda, non, des FARC. Rodrigo Granda est quelqu'un qui a été libéré donc à la demande du président Nicolas Sarkozy. On sait que les FARC seraient très sensibles à ce geste-là. Pour ma part, je pense qu'il y a une chose très importante. Ingrid, pendant ces 5 années où elle aura été kidnappée, le monde entier a pris Ingrid dans son cœur. Lorsqu'elle va sortir, elle va avoir un niveau d'écoute extraordinaire. Donc moi, ce que je demande aux FARC, c'est de libérer Ingrid. Il y a ce geste de la France très fort qui vient d'être fait. Granda, quelqu'un de très important pour les FARC, a été libéré. Maintenant qu'il libère Ingrid. Ingrid sera la meilleure avocate pour l'accord humanitaire. C'est elle qui pourra réussir l'accord humanitaire pour que tous les autres prisonniers et otages puissent être libérés. Pourtant, Rodrigo Granda a, semble-t-il, été, c'est ce qui se dit en tout cas, libéré de force et par la voix de son avocat dit continuer à vouloir mener la lutte armée. Ça reste quand même une bonne chose, cette libération pour vous? Bien sûr, parce que ce que le président Nicolas Sarkozy a demandé, c'est une libération de Granda sans condition.
c'est-à-dire qu'il puisse œuvrer comme bon lui semble. Il n'y a jamais été imposé une tâche ou quoi que ce soit. C'est le président Uribe qui a dit qu'il aimerait ou qu'il voudrait que Rodrigo Granda soit un gestionnaire de paix. Mais c'est au FARC de décider ce que Rodrigo Granda fera maintenant qu'il est libre. Alors on le sent bien, vous êtes pleine d'espoir. Évidemment, cette journée marque un tournant, peut-être, on peut le dire. Nos envoyés spéciaux à Bogota, Serge Kovacs et Marc Savino, ont rencontré votre maman, qui est évidemment très inquiète, et il y a eu tellement d'informations et de contre-informations ces 5 dernières années. Elle est un peu plus prudente. Je vous propose qu'on regarde et qu'on écoute ensemble son témoignage d'aujourd'hui. Chez Yolanda Puleccio, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est la famille qui demande des nouvelles, mais surtout des journalistes. Ils veulent savoir comment la mère d'Ingrid Betancourt réagit à la libération de Rodrigo Granda, le numéro 3 des FARC. Je passe toute ma vie à attendre. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est l'espoir, un jour c'est la désillusion. Mais je veux y croire, je veux rester positive. Ce qui compte, c'est la force du désir. C'est la force mentale. Je vois Ingrid. Je veux la voir. Depuis la mort de son mari il y a 5 ans, Yolanda vit seule, bien loin de ses enfants et ses petits-enfants. C'est elle qui donne chaque jour des nouvelles de Colombie à ceux qui sont restés en France. Pour elle, c'est parfois un cauchemar. Je crois beaucoup en Dieu et je pense qu'il va m'aider. Là-bas, en face, il y a une église avec une petite chapelle. Tous les jours, je vais prier sur le rosaire. Martha, la sœur de Yolanda, arrive des États-Unis. Elle attendait bien plus qu'un geste de bonne volonté du président colombien et se dit carrément déçue. On croyait que les FARC et le gouvernement allaient entamer des discussions. On attendait ça. Ils étaient proches d'un accord. Et c'est toujours comme ça. On revient à la case départ. C'est une nouvelle attente qui commence pour les familles des otages. Chacun compte désormais sur un geste des FARC, un signe qui pourrait relancer l'espoir d'une libération. Mais chacun sait qu'ici, en Colombie, il faudra du temps et beaucoup de patience. Astrid Betancourt, quand vous voyez le témoignage là, de votre maman qui veut absolument garder espoir, et celui de votre tante qui le dit, qui est déçue, qui s'attendait, qui dit c'est même presque un retour en arrière. Vous êtes beaucoup plus positif que ça. Vous voyez une avancée dans ce qui se passe aujourd'hui? Je vois une très grande avancée parce que je pense d'une part que le président Uribe a fait un geste à la demande de la France. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Cela faisait longtemps que cela avait été demandé et qu'il ne l'avait jamais fait. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Conjoncturel, la situation colombienne, la venue d'une majorité démocrate au Congrès des États-Unis et sûrement cette envie du président Uribe de redorer l'image de la Colombie à l'extérieur et évidemment l'image de son propre gouvernement. Nicolas Sarkozy a su saisir ce besoin qu'a actuellement le président Uribe. Et il l'a accompagné dans cette carte à jouer. C'est très important parce qu'à partir de ce geste, on attend un geste réciproque des FARC. Moi, j'espère que ce sera ma sœur et qu'Ingrid être dans le processus de l'accord humanitaire. Si ce n'est pas Ingrid, eh bien, la brèche sera ouverte, il y aura un déblocage de la situation et les deux parties pourront, grâce aux bons offices de la France, trouver une convergence dans leur position pour l'accord humanitaire. Une dernière question. La semaine dernière, le président Uribe appelait à la libération de votre sœur par une action militaire. Vous y êtes opposé, la France aussi. Où en est cette initiative? Justement, c'est la question que j'ai posée aujourd'hui au président Nicolas Sarkozy ce matin. Je lui ai demandé ce qu'avait répondu le président Uribe lorsqu'il lui avait dit que la France s'opposait aux opérations militaires de sauvetage. Le président Nicolas Sarkozy m'a dit que la Colombie ne s'était pas engagée à ne pas faire d'opérations militaires de sauvetage, à ne pas chercher l'opportunité, mais elle s'était engagée à en avertir le président de la République française et à demander son avis. Donc ça, c'est très important. Et Nicolas Sarkozy a dit, faites très attention, si quelque chose arrive à Ingrid Betancourt, vous serez le responsable. Merci beaucoup Astrid Betancourt d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Le G8 commence demain. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs annoncé qu'il parlerait de la situation d'Ingrid Betancourt. George Bush, lui, est arrivé ce soir à Rostock où 400 manifestants l'attendaient de pied ferme, bloquant brièvement la sortie de l'aéroport. Le président américain qui est arrivé avec une conscience écologique toute neuve, mais qui refuse toute contrainte, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, enjeu majeur, une nouvelle fois, de ce sommet. Christophe Nardini. Le toit du monde, à plus de 8000 mètres d'altitude. Il y a 40 ans, ici, neige et glace recouvraient entièrement cette zone montagneuse. Depuis, tout doucement, le glacier de Ronbuk se retire, peut-être à jamais. La température a si considérablement augmenté que les habitants ne distinguent quasiment plus l'hiver de l'été. Plus aucun coin du globe désormais n'échappe au changement climatique. En cause, les émissions de gaz à effet de serre. L'environnement, un enjeu majeur au sommet du G8, soigneusement préparé par la chancelière allemande. Objectif, réduire de 50% l'émission de ces gaz. La prise de conscience doit être collective. Il est important pour le G8 de développer une compréhension mutuelle entre les États pour lutter efficacement contre le changement climatique. Et nous devons nous engager aujourd'hui pour l'après 2012. Il faut donc préparer l'avenir, car 2012 sonne la fin du protocole de Kyoto. Les États-Unis, premiers pollueurs de la planète, ne l'ont jamais ratifié. Et à en croire leur président, ils sont prêts aujourd'hui à faire des efforts, mais plus tard. Les États-Unis vont convenir d'une série de rencontres avec les nations qui produisent le plus de gaz à effet de serre, dont les pays en voie de développement rapide, comme l'Inde et la Chine. Dénoncer ses petits camarades pour ne pas être le seul à être montré du doigt. La méthode agace les Chinois. Ils se sont d'ailleurs engagés dans un programme de réduction de 50 millions de tonnes de CO2 d'ici 2010. Ce n'est pas juste d'utiliser le changement climatique comme une excuse pour essayer de limiter le développement économique de certains pays. Il est trop tôt et trop brutal de nous demander de signer des accords contraignants de réduction de nos émissions de gaz. Entre guerre économique et sauvegarde de la planète, il faudra faire vite. L'Afrique pourrait être une de ces premières victimes de ce changement climatique. 45 millions de personnes, soit un quart de ses habitants, sont en sursis. Christian Poncelet, visé par une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Le président UMP du Sénat, deuxième personnage de l'État, serait, selon le Canard enchaîné, à paraître demain, intervenu en faveur de l'un de ses amis dans l'attribution de chantiers publics en France et à l'étranger. Christian Poncelet annonce ce soir son intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. La suite de notre série Un jour en campagne, direction la Gironde, où dans la 3e circonscription, Noël Mamère se bat pour que les Verts conservent au moins un député à l'Assemblée nationale. Ils sont 3 à ce jour. L'ancien journaliste, député sortant, se représente pour la 3e fois. Hervé Guéquière et Michel Anglade l'ont suivi. Noël Mamère et les caméras. Une vieille histoire pour cet ancien journaliste de télévision tombé en politique en 1988. Aujourd'hui, il se bat pour garder son siège de député avec coup de griffe médiatique au gouvernement. Il y a, du point de vue démocratique, une dérive que je trouve très dangereuse, à savoir que l'UMP, puisqu'il s'agit de cela, prétend aujourd'hui gérer directement la question de l'environnement et la question de l'écologie avec les associations et les ONG en court-circuitant les partis politiques. Après la conférence de presse, Noël Mamère lance une pique à son voisin et rival, Alain Juppé, maire UMP de Bordeaux et surtout super ministre de l'Environnement. Je me dis qu'il y a une contradiction dans le discours. On ne peut pas dire on est prêt à faire tomber tous les tabous et dire attention, on fait tomber tous les tabous sauf l'agriculture productiviste, sauf les OGM, sauf le nucléaire, sauf les aménagements autoroutiers. Ça fait quand même beaucoup. Et donc je pense que c'est de la technique d'enfumage pour préparer les législatives. Pour contrer Mamère, Alain Juppé a envoyé, ce n'est pas un hasard, Elisabeth Vignier, son adjointe pour l'environnement à la mairie de Bordeaux. Vignier sans complexe, face à celui qui est député depuis 10 ans. Quand on voit le score des Verts à la présidentielle, je crois qu'il faut qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Et j'écoutais Dominique Voynet qui me paraissait beaucoup plus mesuré que Noël Mamère. Enfin, on connaît bien les excès verbaux de Noël Mamère. Je crois qu'au contraire, l'écologie, l'environnement, ça n'appartient à personne. Et surtout pas aujourd'hui au Parti des Verts.
La 3e circonscription de Gironde est plutôt populaire, avec Bègles, Villeneuve-d'Ornon, Talence et le sud de Bordeaux. Ici, Ségolène Royal a recueilli 60% des voix au 2e tour de la présidentielle. Le poumon vert du secteur, ce sont les rives de la Garonne. Noël Mamère y avait prévu un pique-nique républicain. Mais pas de chance, ce jour-là il pleut. Un temps de chien. Va donc pour une salle communale. Le but du repas, réunir des militants, écolos et socialistes. Car Mamère est ici le candidat unique des Verts et du PS. C'est le couple gagnant. Malgré la bonne humeur, le constat politique est plutôt amer. La gauche, elle est très cabossée, que la crise, elle est au PS, elle est chez les Verts, elle est au Parti communiste français, elle est dans la gauche antilibérale, et qu'on ne peut pas rester comme ça et accepter 20 ans de droite. Hors caméra, Noël Mamère se dit plutôt confiant pour sa réélection. Selon les derniers sondages, les Verts n'auraient pas plus de 2 députés à l'Assemblée nationale. On va t'amener à l'Assemblée nationale pour que tu défendes nos valeurs. Et je vous laisse découvrir sur vos écrans, ils vont apparaître à l'instant, les 10 autres candidats de cette 3e circonscription de Gironde. Ils sont 12 au total, les 2 que nous venons de voir dans le reportage et les 10 qui s'affichent sur vos écrans. Un grand retour dans le football français à 68 ans. Giroud reprend non seulement du service, mais pour la première fois à la tête d'un autre club qu'Auxerre. C'est à Lens que le Bourguignon vient de signer pour 2 ans. Mathieu Méranville. Promis juré, il avait donné son cœur au football bourguignon. Pourtant, Giroud troquera la saison prochaine le maillot blanc d'Auxerre pour celui sans et or de Lens. En vieux cabotin, le retraité des stades depuis 2 ans a su trouver la bonne pirouette pour expliquer ce petit goût de revenez-y. J'aime ce club depuis toujours et notamment depuis le 18 octobre de mes 60 ans, puisqu'il y avait un match Lens-Auxerre. Il y avait des banderoles dans tout le stade, mon anniversaire Guy, il y avait des lampes de mineurs. Le club m'en a offert une que j'ai en bonne place sur ma cheminée. Gervais Martel, le président lensois, a appelé Giroud pour jouer les pompiers auprès de son club qui a fini la saison à une décevante 5e place, indigne pour les supporters. Très bien. Ça va remuer les joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la sévérité et puis les stimuler. C'est un homme de poigne, je pense que pour le RCL, c'est ce qu'il faut, c'est un homme de poigne. Car l'homme a su nourrir sa légende, un brin de rondeur, un zeste d'humour et 2 doigts de sévérité à la papa. À la limite, vous pouvez plus parler et vous n'êtes pas encore essoufflé. C'est 5 minutes au kilomètre. Le record du monde, c'est de 19. Sévère jusqu'à surveiller les sorties de ses poulains, mais efficace et surtout entraîneur longue durée. Giroud sera le plus vieil entraîneur de Ligue 1, mais avant, il a été le plus jeune. 45 ans sur le banc d'Auxerre, qu'il a fait monter en première division, un titre de champion, 4 Coupes de France, 14 participations en Coupe d'Europe. En bon bourguignon, il est peut-être comme le Chablis, il se bonifie en vieillissant. Même pas morte de Sybille Claudel, paru chez Grasset. C'est le choix de Soir 3, notre rubrique préparée par Fabienne Blévis. Un premier roman autobiographique pour cette jeune comédienne gracieuse. Un témoignage percutant qui nous montre de quelle blessure elle a triomphé, abandonnée par son père, par sa mère aussi, trimballée de maison en foyer d'adoption, une enfant dont on ne veut pas, à qui on ne parle pas, qui n'a rien et perd ce qui lui reste, sa confiance en elle. Mais à la fin, bien entendu, c'est la vie qui triomphe, bien vivante, cette Sybille Claudel, même pas morte, que nous avons beaucoup aimée. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Taddeillé et de ses invités. À demain, 23h. Merci.